Si vous avez peur de vous lancer dans la lecture de la poésie latine, ou encore si vous butez sur les vers latins que vous lisez sans parvenir à vraiment les comprendre, aujourd'hui, nous allons réparer ça ensemble. Il y a en effet 4 choses que vous devez impérativement savoir avant de vous lancer dans la lecture de la poésie latine, et comme actuellement je suis dans la lecture de l'Énéide de Virgile, mes remarques vont s'appuyer sur des exemples tirés de cette œuvre. Première chose à savoir quand on lit de la poésie latine, c'est que les groupes nominaux sont très souvent, pour ne pas dire systématiquement, disjoints. Donc, ça va être à vous de mener l'enquête et vaille que vaille de réussir à reconstituer ces groupes nominaux. Rien que si vous prenez le début de l'Énéide, vous avez déjà dans les 2-3 premiers vers 2 groupes nominaux disjoints. Regardez un petit peu. Ici, nous avons Troiae ab Oris, donc depuis le rivage de Troie. Troiae ici est bien le complément du nom Oris, et pourtant ça ne l'empêche pas d'être séparé de ce nom par d'autres mots qui viennent s'intercaler. Même remarque ici avec la Vinia Littora, donc le rivage de Lavinium. Vous voyez que l'adjectif la Vinia ici est séparé du nom par le verbe qui vient de manière assez insolente, si je puis dire, s'intercaler entre les 2 éléments du groupe nominal. Donc évidemment, pour repérer ces groupes nominaux, il faut que votre œil s'habitue à balayer largement le vers, à balayer largement la phrase, de manière à pouvoir les reconstituer. Cela veut dire que si vous êtes dans une logique de mot à mot, où vraiment vous essayez de traduire au ras du texte, vous allez forcément vous planter. Vous ne pouvez pas faire ça en poésie. La poésie n'est pas faite pour les myopes. Vous ne pouvez pas la regarder de trop près, sinon vous ne voyez plus rien. Il faut absolument dézoomer et ne pas regarder à l'échelle d'un mot, mais à l'échelle du vers, voire à l'échelle de la phrase. C'est vraiment de cette manière que vous pourrez comprendre au mieux le texte que vous lirez. Et puisque nous sommes sur cet exemple des 2-3 premiers vers de l'Énéide, j'ai une deuxième remarque à vous faire, à savoir que en poésie latine, très souvent, les prépositions sont entre guillemets manquantes. Alors attention, il s'agit d'une tendance, il ne s'agit pas de quelque chose de systématique, puisque vous pouvez voir ici que nous avons bien la préposition ab qui est présente devant un nom à l'ablatif pluriel. Mais très souvent, le poète ne prend pas forcément la peine d'utiliser les prépositions qu'on devrait normalement trouver en prose, pour des raisons très simples, c'est que nous sommes en poésie avec un système métrique extrêmement contraint, et évidemment, se permettre de supprimer ces prépositions, c'est une manière aussi de retrouver un petit peu de flexibilité pour les poètes. Et c'est bien ce que nous avons ici avec Italiam, puisque Italiam, c'est ici un accusatif qui exprime une destination, puisque Énée vient en Italie, donc on devrait avoir normalement in Italiam, ou éventuellement il vient vers l'Italie, donc on pourrait avoir ad Italiam, et vous avez la même chose un tout petit peu plus loin dans la phrase avec la Vinia Littora, mais vous voyez qu'ici, l'accusatif est censé suffire pour exprimer justement cette idée de destination. Et décidément, ces premiers vers de l'Énéide sont très riches puisqu'ils vont m'amener à une troisième remarque, à savoir l'emploi très fréquent de pluriel poétique. Un pluriel poétique, qu'est-ce que c'est ? C'est un nom ou un groupe nominal qui est grammaticalement au pluriel alors qu'il a un sens singulier. Par exemple, ici, il est question du rivage de Troie, et vous voyez qu'ici, avec Oris, nous n'avons pas un ablatif singulier, mais un ablatif pluriel. De même, le rivage de Lavinium est ici exprimé au pluriel, puisque nous avons ici un accusatif pluriel. Alors vous allez me dire, si on traduit les rivages de Troie, les rivages de Lavinium, même en français ça passe. Alors c'est vrai que dans cet exemple, ça ne pose pas de problème particulier, mais regardez un petit peu ce qui va se passer si je prends un autre passage de l'Énéide, à savoir le vers 490 du chant 3. Avec ce passage, nous sommes plongés au cœur d'un moment très émouvant, à savoir lorsque Énée rencontre Andromaque, elle aussi une Troyenne en exil. On a une scène de retrouvailles très touchante, et d'autant plus touchante que Énée est accompagné de son fils Ascagne.
Or, il se trouve qu'Astyanax, le fils d'Andromaque, s'il avait vécu, aurait eu le même âge qu'Ascagne. Donc évidemment, pour Andromaque, voir le fils d'Énée, c'est quelque chose qui va profondément l'émouvoir, puisque ça va lui rappeler son défunt fils, décédé dans des circonstances très tragiques. Et d'ailleurs, voici ce qu'elle dit à Énée en évoquant cette ressemblance entre Ascagne et Astyanax. Elle parle ici de son fils Astyanax en disant « Sic o koulos, sicil emanus, sic ora ferebat ». C'est-à-dire, c'est ainsi qu'il avait les yeux, c'est ainsi qu'il avait ses mains, c'est ainsi qu'il avait son visage. Or, vous voyez qu'ici, le mot visage n'est pas au singulier, il est au pluriel. Faut-il comprendre ce pluriel comme un vrai pluriel ? Bien sûr que non, c'est un pluriel poétique. Vous imaginez, si vous prenez ce pluriel au premier degré, qu'est-ce que ça donne ? Ça nous donne un Astyanax qui aurait plusieurs visages, plusieurs têtes, une espèce d'Astyanax cerbère, et tout à coup, on sort quand même de la dimension éminemment pathétique de ce passage pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus burlesque. Donc attention à ne pas prendre ces pluriels poétiques au premier degré comme des vrais pluriels. Quatrième chose à absolument savoir avant de se lancer dans la lecture de la poésie latine, c'est que les nominatifs et les accusatifs pluriels des noms de la troisième déclinaison vont parfois être en is et non pas en s. Alors ça n'est pas quelque chose réservé à la poésie, parfois on le trouve même dans les Tusculanes de Cicéron, mais c'est quelque chose en tout cas qu'on retrouve très fréquemment en poésie, donc il faut absolument que vous le sachiez, parce que sinon, vous n'allez pas être à même d'identifier les cas de ces noms qui sont en is au lieu de s, et évidemment, cela va entraver votre compréhension. Dans l'exemple que j'ai choisi ici, c'est la déesse Junon qui parle, et qui promet à Éole, le dieu des vents, de pouvoir épouser une nymphe si jamais il accepte de disperser la flotte troyenne, voire de l'anéantir. Vous l'aurez remarqué, Junon a une très légère tendance à la rancune et donc souvent elle veut châtier des gens, elle veut se venger. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Voici ce que dit Junon à propos de la nymphe qu'elle propose à Éole d'épouser. Omnis ut tecum meritis pro talibus annos exigat. C'est-à-dire, afin qu'elle passe toutes ces années, c'est-à-dire toute sa vie, avec toi, en échange de tels services, c'est-à-dire le fait d'avoir dispersé la flotte troyenne. Et donc vous voyez que le groupe nominal omnis annos, en plus d'être complètement disjoint, est susceptible de vous poser des problèmes de compréhension, puisque ici, nous avons bien un accusatif pluriel qui n'est pas omnes, comme on s'y attendrait normalement en prose, mais qui est bien omnis. Et donc, si vous n'avez pas repéré que omnis et anos allaient ensemble, évidemment, c'est plus compliqué. Et la terminaison en is au lieu d'être en s ne va pas vous aider à faire ce repérage. Et puis, en plus, vous voyez que parfois, on a entre les deux, comme ici, d'autres mots en is qui viennent s'intercaler. Et ce mot en is, meritis, n'a absolument rien à voir avec omnis, puisque omnis est à l'accusatif pluriel, tandis que meritis, lui, va être à l'ablatif pluriel. Face à toutes ces subtilités, la tentation du lecteur en herbe de poésie latine, ça va être souvent de dire « Bon, ça n'a pas trop de sens, mais après tout c'est de la poésie, donc c'est normal si ça n'a pas trop de sens, puisque les poètes sont des artistes qui fument plus ou moins, qui boivent beaucoup, et d'après tout, ce poème, on peut peut-être le considérer comme une espèce de délire psychédélique de Virgile. » Très souvent, les étudiants, par le type de traduction qu'ils proposent, montrent qu'ils sont dans cette approche de la poésie latine. Alors s'il vous plaît, un petit peu plus de respect pour Virgile, puisque si ses œuvres ont survécu 2000 ans, c'est que ça devait pas être non plus n'importe quoi. Comme fond d'écran pour cette vidéo, vous vous en doutez, j'ai choisi l'Énéide de Virgile. L'Énéide de Virgile, on ne la présente pas. C'est vraiment un texte qui peut se lire à plusieurs niveaux. C'est un outil de propagande au service du pouvoir d'Auguste. C'est aussi un texte qui prétend, du côté latin, concurrencer l'Odyssée d'Homère, rien que ça, et qui y arrive en plus, puisque c'est quand même un monument.
C'est un texte avec des récits épiques, avec aussi des passages très émouvants, comme cette rencontre d'Andromaque et d'Énée que j'ai évoquée précédemment. C'est vraiment un texte que je vous souhaite un jour d'arriver à lire directement en latin, puisque c'est absolument magnifique. Alors évidemment, ça vous demande un niveau avancé, mais continuez à persévérer dans votre apprentissage et mécaniquement, vous vous rapprocherez du jour où l'Énéide sera pour vous tout à fait compréhensible sans dictionnaire. En attendant, si vous êtes totalement débutant en latin, je vous recommande vivement mon programme gratuit. Lisez et comprenez dès aujourd'hui vos 7 premières pages de latin. Dès aujourd'hui, je vous envoie par mail tout ce qu'il vous faut en termes de grammaire, en termes de vocabulaire, pour venir à bout de la lecture de vos 7 premières pages de latin. C'est un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé et surtout qu'elle va vous aider à mieux comprendre la poésie latine. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut, merci également de vous abonner à la chaîne et puis dites-moi en commentaire quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez pu vous heurter dans la lecture de la poésie latine. Je vous en remercie d'avance, à bientôt.